Hello, c'est Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve un nouvel épisode de Au pays de Jenny, le podcast où on parle de JDR avec des gens extraordinaires. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Aetheria. Salut! Salut, Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. mais merci d'avoir pensé à moi. Mais je pense souvent à toi, au-delà des interviews ou des invitations. Oh, c'est gentil. Est-ce que tu veux bien te présenter pour des personnes qui ne connaîtraient pas qui tu es, nous dire un petit peu? Comment ça, il y a encore des gens qui ne me connaissent pas, c'est honteux. Je ne pense pas, mais peut-être quelqu'un sortant de sa grotte, découvrant le jeu de rôle aujourd'hui et son monde, je me dis... Alors, donc moi c'est Aetheria, on me connaît aussi sous le prénom Alban, puisque c'est comme ça qu'on m'appelait à la naissance. Mhm. J'ai 40 ans, je suis rôliste depuis mes 18 ans, donc ça fait 22 ans si je sais compter. Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai commencé à jouer sur Vampire la Mascarade, donc pas Ok. le JDR le plus simple, Ouais, on va dire, effectivement. mais certainement les plus intéressants. Et je maîtrise depuis 2019 Ok. de manière assez régulière. Voilà, donc à la fois maître de jeu, joueuse, autrice également, Mhm. puisque j'ai écrit le Guide de l'Isérion que j'ai sorti en 2023, qui était un supplément pour Donjons et Dragons. 5e, Ok. avec mon tout un univers que j'ai créé quand j'ai commencé à maîtriser. Avec tout un tas de trucs, des sous-classes, des races, des historiques, enfin bref, vraiment un truc très très complet. Et Mhm. surtout là, actuellement, Diableros, Et oui, qui est en cours de fignolage, on va dire. et tu m'offres une superbe transition. Tu as vu ça? C'est magnifique. Donc Diableros, ton jeu, ta création, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? De quoi ça Bien sûr. parle? Qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu? Alors, Diableros, on y joue des chasseurs de monstres. Alors, en sachant que c'est pas des chasseurs de monstres dans l'Amérique ou aux États-Unis ou en France ou peu importe, Mhm. c'est au Mexique. Voilà, c'est ce qui va Oui. différencier principalement des jeux à la Monster of the Week, etc. C'est Mhm. que ça se passe au Mexique, donc avec tout un lore basé sur l'histoire Ok. du Mexique, sur son folklore, sur sa culture. Parce que j'ai créé le jeu vraiment pour transmettre une culture que j'ai découvert moi-même en créant le jeu, hein, du reste, mais qui est très très Mhm. riche. Donc en fait, on y joue donc des chasseurs de monstres qui ont des aptitudes particulières. C'est-à-dire, c'est un jeu qui est très pulp, Ok. un petit peu dans l'esprit des films de Tarantino, Mhm. des films comme on va citer Une nuit en enfer, qui fait partie Ouais. de mes grosses références. Machete, Desperado, un petit peu ce genre d'ambiance. Il y a un petit côté Buffy et Supernatural aussi parce que, c'est mes séries chouchous, donc forcément. J'aime bien, tu sais, maîtriser juste pour deux trois personnes, donc en fait, je trouve que c'est un très bon format, ça s'y prête bien. Oui. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour une présentation? C'est un jeu très pulp, style un peu série ou comics, Mhm. Ok. avec tout fait main, tout fait maison, pas d'IA, je préfère le Ok. préciser. Voilà, c'est important, on m'a dit il fallait le préciser en début de pitch, donc je le dis. Voilà. Ok. Oui, parce que je crois que tu dessines aussi. C'est toi qui as illustré ton jeu. Ouais, j'ai tout Ok. fait. J'ai fait les textes, les illustrations, je suis en train de faire la énième mise en page Ok. et on verra par la suite ce que ça donne. Et quand tu parles du folklore mexicain, Mmh. tu es bien parti chercher le folklore réel, hein, c'est ce que tu dis, c'est Oui, que c'est c'est réellement ça. les traditions là-bas. J'ai pris les traditions, alors je les ai un peu modifiées parfois pour coller, plus, à un côté pulp et cetera. Ok. Mais, par exemple, le scénario que j'ai fait jouer pour Octogone cette année, qui s'appelle La Candelaria, c'est basé sur le Dia de la Candelaria, qui est le jour de la Chandeleur au Mexique. Ok. J'ai décrit, par exemple, comme quoi, c'est pas de la même manière qu'on le fait nous. Nous, la Chandeleur, c'est les crêpes, c'est les machins. Mhm. Là-bas, ils mangent des tamales, ils font, ils ont des poupées à l'effigie de l'enfant Jésus qui vont habiller avec des vêtements assez riches, assez beaux qu'ils ont cousus eux-mêmes. Ils Ok. vont les faire bénir par le prêtre à l'église pendant la messe. Enfin bref, c'est vraiment tout un tas de rituels que je décris et que j'explique en même temps aux gens parce que du coup, ça donne un côté plus immersif et plus réel aussi. Ok. Oui, et puis ça fait un apport culturel en fait. Mmh. Ouais, et le bestiaire, c'est pareil, j'ai parcouru en long, en large le net pour arriver à trouver des créatures. Alors, c'est bien souvent des fantômes ou des cryptides
propre au Mexique. D'accord. Oui, parce que tout le monde n'est pas forcément, calé sur, la culture mexicaine, donc c'est chouette parce qu'en plus d'un jeu de rôle, c'est un apport culturel, en fait. Oui, alors j'étais pas du tout calée non plus OK. au départ. Disons que je connaissais certains trucs parce que j'aime bien le Mexique déjà un peu de loin et notamment, de manière culinaire. J'aime énormément la OK. la cuisine mexicaine. En fait, plus tu fais des recherches dans une culture qui est nouvelle et plus en fait tu te prends happé dedans, Mmh. tu vois? Mmh. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'allais creuser un endroit, je trouvais des trucs qui me donnaient envie d'aller creuser ailleurs et cetera et du coup, bah, c'est un cycle éternel OK, excellent. et j'adore faire partager ça. Tu t'es quand même rendu la tâche, un peu compliquée de recherche Un peu, pour réussir à ramener quelque chose de complet. J'aime l'idée. un peu. Bah, j'ai surtout essayé de pas sortir trop d'âneries, en fait. Parce Mmh. que c'est le Oui. risque aussi quand tu te bases sur une autre culture, c'est que tu as les gens derrière qui vont te crier à l'appropriation culturelle. Oui. Ça, je m'y attends. Mais bon, je vois pas ce que c'est que s'approprier une culture, si ce n'est la partager avec les autres. Je me l'approprie pas, au contraire, je la partage. Bien sûr. Et puis oui, après, bah, c'est vraiment de la transmission, quoi. Quelque chose que j'avais envie de faire, c'était vraiment transmettre ça avec d'abord le Mexique pour le livre de base, et puis peut-être pourquoi pas par la suite tester d'autres cultures, pareil, qui sont pas forcément explorées dans le milieu du JDR ou qui sont pas Mmh. forcément très connues du grand public aussi. Ouais, c'est super intéressant, hein, presque un tour du monde des cultures tout en faisant du jeu Mhm, de rôle, quoi. c'est Extra. ça. Merci. Je trouve que c'est une excellente idée et je pense qu'il y a tout un tas de pays qui ont des folklores, qui sont très présents Oui. dans leur quotidien, qui pourraient être fascinants à mettre en jeu de rôle. Absolument, c'est vrai. Bah, là, je pense notamment, comme je t'avais dit, à Octogone, Mmh. tout ce qui est Afrique noire. Mmh. Parce que c'est pas du tout un coin qui est exploité, qui est exploré, qu'on connaît même dans les films, dans la culture en général, en fait. Oui, c'est vrai. On va te dire: «Allez, oui, le vaudou», mais encore le Oui. vaudou, alors, le vaudou haïtien, c'est encore différent, Oui, c'est mais ça. le vaudou africain, on n'en parle pas énormément et ça peut, faire partie de ce que je compte faire comme supplément, mais il y aura pas que ça. Mmh. Il y aura tout le côté sur l'animisme parce que je crois que la culture africaine est assez animiste aussi. Mmh. Il y a les cryptides, ils ont des cryptides qui sont fascinants. Oui, j'ai commencé à me renseigner aussi. Ils ont des cryptides qui sont fascinants parce qu'en fait, quand la manière dont ils sont décrits par des témoins qui en auraient vu, et ben, on a Mmh. l'impression qu'ils décrivent des dinosaures, OK. tu vois? Déjà, il y en a un, je vais pas dire son nom parce que je vais l'écorcher, mais c'est l'un des plus connus. C'est comme un dinosaure marin qui vit dans un fleuve. D'accord. Il y en a un, j'ai pas son nom non plus, je m'en souviens pas. C'est, la manière dont c'est décrit, on dirait un tricératops. D'accord. Genre, il avait une collerette, faite en os et 3 cornes sur le devant du visage, des écailles, des choses comme ça. Donc, pour moi, ça fait clairement tricératops et tout un tas d'autres, bestioles du genre, quoi. OK. Donc, je me dis: «Tiens, c'est marrant ça, comme truc». Ouais. C'est à creuser, voilà. Et puis sacrée source d'inspiration, ouais, c'est clair. Oui, absolument. Et donc avec ton jeu, tu as remporté le 3e prix de la Forge à Octogone cette année. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Bah, en fait, j'en reviens toujours pas. C'est-à-dire que ça fait 1 mois et il trône là dans mon étagère, dans ma vitrine, tu vois? Au milieu de Ouais. mes figurines et en fait, alors je suis très, 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 très heureuse, très, 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 très fière aussi, Ouais. clairement, parce que je crois qu'on était une douzaine ou une quinzaine de participants, OK. sans compter ceux qui ont voulu, faire partie de la forge et qui ont pas eu la chance d'être pris. Ouais. Et arriver 3e sur ce nombre, pour moi, c'est phénoménal. C'est clair. Parce que franchement, je me suis dit pour un jeu, enfin, j'ai vu des jeux là à la Forge qui étaient, à mon sens, plus aboutis que le mien, plus prêts à sortir que le mien, mieux fait, avec des plus jolies illustrations, avec des mises en page que je trouvais mieux réussies, etc. Et le fait que bah, le jury me fasse confiance au point de me donner la 3e place, ça m'a renforcée en fait dans l'idée que ce que je faisais c'était bien. Mmh. Et ça a un petit peu, très légèrement effacé ce fichu syndrome de l'imposteur qui m'habite tout le temps. Donc OK. du coup c'est bien. Voilà, ça m'a fait énormément plaisir et je pense que je le mettrai en gros, tu sais, l'étiquette 3e prix La Forge sur le bouquin. Ah bah, c'est clair, il faut. Voilà. Je crois que dans ton jeu, il y a une particularité au niveau du système, d'ailleurs. Tu m'en avais Mmh parlé mh. un petit peu à Octogone, mais je trouvais ça intéressant parce qu'on sortait justement des systèmes un peu ordinaires
Est-ce Oui. que tu peux nous expliquer le système de ton jeu? Oui, alors le système de Diableros, il est assez simple. Pour résoudre une action, c'est 2d6 plus la caractéristique. OK. Après, c'est là où il y a une petite subtilité au niveau des seuils, on va dire. Mmh. Mmh. Assez classique, 6 ou moins, c'est un échec. Si on fait 7, c'est un succès critique. C'est la chance du débutant, c'est le Ay caramba, tout est OK. réussi. 8, 9, ça va être une réussite mitigée. L'action va marcher, mais va prendre plus de temps, va donner l'alerte, enfin ce genre de choses. Mmh. 10 ou plus, c'est un succès. Et par contre, si on fait 13, le chiffre porte malheur. C'est un Mmh. gros fumble des familles. OK. Voilà, c'est-à-dire que là, bah, l'action va foirer lamentablement et ça va être un carnage. En fait, l'idée, c'est vraiment de donner ce côté échec critique et réussite critique qu'il y a dans certains jeux et qu'il n'y a pas dans, par exemple, le PBTA, Mmh. qui est un jeu très bien, mais que je voulais modifier, notamment avec ce système-là, parce que le Lucky Seven, comme on l'appelle, la chance du débutant, le 7 chanceux, c'est quelque chose qui est assez courant, en fait, dans tout ce qui est superstition, comme le 13 qui OK. porte malheur. Oui. Les Mexicains étant très superstitieux, j'avais envie de l'inclure dedans et en fait, c'est vrai que sur le coup, je me suis 2-3 personnes m'ont fait la remarque: «Mais pourquoi 7 alors que c'est plus proche de l'échec et pourquoi 13 alors que c'est plus proche de la réussite?» Mmh. Et je dis: «Ben, en fait, 7 c'est parce que c'est la chance du débutant». Comme je disais, tu peux très bien être complètement nul dans un domaine et avoir une chance de cocu, pardonnez-moi l'expression, et tu pourras la garder. Et vous pouvez être très doué dans un domaine et puis bah, soit pécher par excès de confiance, Oui. à force de trop vouloir bien faire, en fait, tu te foires. Mmh. Enfin, il y avait une idée aussi, un truc qu'on m'avait soufflé et qui est très vrai. Par exemple, quelqu'un qui a une force colossale, Mmh. d'accord? Hulk. Tu vas prendre Hulk, par exemple, Oui. le super-héros classique que tout le monde connaît normalement. Eh ben, Hulk, il va faire quoi? Il va prendre un mec, il va le balancer contre un mur, il va faire un fumble, le mec, il va s'éclater contre le mur, mais il va finir en spray, quoi, tu vois? OK, Alors j'ai que donc, l'image. c'est pas forcément ce qu'il voulait au départ. Oui, oui, oui. Voilà, et ben ça peut être ça aussi l'échec critique. C'est pas forcément que non, t'arrives pas, tu te vautres, tu fais une pirouette, non. Ça peut être tu Mmh. réussis, mais Un peu pas dans le trop, sens où quoi. tu le souhaitais, un peu trop. Ouais. Voilà. C'est un petit peu ça la mécanique particulière du jeu. Après, bon, il y a d'autres choses. Il y a les avantages et les désavantages qui viennent des spécialités et des faiblesses. D'accord. C'est-à-dire que tu vas avoir des faiblesses majeures qui vont vraiment donner des pouvoirs pulp au personnage Mmh. ou des pouvoirs magiques également. Ça peut être, tu peux avoir comme spécialité, par exemple, la capacité de faire de la lumière par magie. OK. Ou tu peux avoir un bouclier qui va absorber des dégâts, avoir la foi véritable. Donc le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais, tu vois? OK. Puis après, à côté, tu vas avoir des spécialités comme, une force titanesque, tu es le pro de la lucha libre, Mmh. tu es un MacGyver, capable de fabriquer une bombe avec un coton-tige et un peu de mescal. Enfin bravo, tu vois? Vraiment. Ouais. Tu peux faire plein de trucs et donc ça, en fait, ça va te donner 3 dés au lieu de 2 à lancer en plus de tes caracs et tu choisis les 2 résultats de ton choix et non pas, forcément les 2 meilleurs. Oui, C'est-à-dire que tu as plus de chances de faire 7 par exemple, en faisant oui. ça. Ou d'éviter Voilà. le 13, quoi. Ou d'éviter le 13. Oui, parce que ça, c'est arrivé aussi. C'est arrivé aussi. Ça peut sauver des belles actions. Oui. Et puis après, donc les faiblesses, là, c'est plutôt des choses qui vont t'handicaper, dans une action. Mmh. Donc ça peut être, des problèmes physiques, des problèmes mentaux, des phobies, des addictions OK. également. Par exemple, quelqu'un qui est accro au jeu et qui va rentrer pour une enquête dans un casino, il va avoir du mal à se concentrer et à rechercher quelqu'un si son regard est attiré sur les tables, par exemple. Mmh, mmh, mmh. Ça, par contre, du coup, ça fait qu'au lieu de lancer 2 dés, tu en lances qu'1. OK, d'accord. Donc il y a très peu de chances de réussir. Mais à partir de ce moment-là, il y a d'autres, petites astuces. Il y a les points de destin OK. qui te permettent de lancer un dé supplémentaire et de l'ajouter au résultat que tu as fait. Te permettant de faire un 13 si jamais Oui. mais les points sont cumulables. Donc du coup, c'est cumulatif, donc tu peux en lancer autant qu'il y en a sur la table. OK. Voilà, et c'est commun à tous les joueurs. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'après, il faudra lire le livre. Et oui, c'est le but. C'est le but. Donc voilà, le système, en gros, je vous l'ai résumé. Tu as vu, il a en 5 minutes, c'est fait. Voilà. Très bien. Ça a pas l'air d'être un énorme livre de règles, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est quelque chose Mmh. que
Même si on n'a pas envie de compulser, pendant, 3 semaines pour préparer une partie, c'est tout à fait envisageable. Absolument. Alors ce que je peux dire, c'est que là, à l'heure actuelle, j'ai pas encore fini la mise en page, mais il y a 100 un peu plus de 120 pages OK. actuellement. Enfin, la mise en page terminée, il y en aura peut-être un peu plus parce que je vais, aérer un petit peu plus les textes. Mmh. Sur les 120 pages, il y en a une majorité qui est sur, le fonctionnement du jeu, mais c'est principalement avec des tableaux. C'est-à-dire, en gros, si vous avez pas envie de vous embêter, par exemple, à préparer une longue session et cetera, bah, en fait, il suffit de prendre, 1 ou 2 dés, 2 dés 6 et lancer les dés sur les tables aléatoires et en 5 minutes, tu as le squelette de ta partie. OK. Donc ça permet de faire des parties sur le pouce. Moi, je Mmh. vois ça, par exemple, enfin, ça peut aussi bien se jouer sur des campagnes. Donc dans Diableros, on appelle ça des saisons Mmh. parce qu'une session, c'est un épisode. Mmh. Donc c'est vraiment découpé comme une série, si on veut. Et donc on peut aussi bien le jouer sous forme de saison que vraiment le jouer sous forme de one shot. Et ça se prête très très bien au one shot et c'est fait. Je l'ai écrit un petit peu comme ça aussi parce que je trouve qu'on manque de JDR qui permettent justement de se faire des petites parties de temps en temps. Tiens, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai prévu un repas mexicain avec les potes. J'ai envie de jouer à un jeu. Ils m'ont demandé, de faire un petit truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah tiens, Diableros, ça colle nickel. Mmh. Tu vois? Oui. Et t'as pas besoin de t'embêter à prévoir un scénario hyper long parce que il y a un bestiaire qui est déjà fourni, il y a les tables aléatoires pour créer la partie, Mmh. donc tu vas pouvoir tirer la trame, tu vas pouvoir tirer le big boss avec ses différentes spécialités, tu vas pouvoir, tirer les objets de l'aventure, les indices, les lieux et cetera et vraiment, ça permet de faire ça en un claquement de doigts. Oui. Moi, je sais que je l'ai testé, enfin, forcément, j'ai préféré le tester au cas où, quand même, en me disant: «Bon, c'est bien de l'écrire, maintenant, faut voir ce que ça donne». Le scénario que j'ai fait de la Candelaria, Mmh. j'avais déjà, on va dire, le concept, mais le reste, je l'ai tiré sur ma table OK. et ça m'a pris en tout une demi-heure à faire et puis après, bon, il y a eu le temps de la rédaction, par la suite parce que je compte le sortir, écrit aussi, pour les gens qui achèteront le jeu. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps, mais je veux dire, sinon, en une demi-heure, c'était fait. D'accord. C'est très rapide. La création de perso, pareil. Si tu as une idée de ce que tu veux jouer, en 5 minutes, c'est fait. D'accord. OK. Donc c'est vraiment fait pour pouvoir être joué, où on veut, quand on veut. Super. Voilà. Et dans l'avion pour aller au Mexique, par exemple. Par exemple. Est-ce que tu as des actualités à nous partager? J'ai un scoop. Oh! Un Alors, scoop, j'adore ça. oui. Vas-y. Alors, j'ai demandé, j'ai le droit d'en parler. J'ai fait jouer lundi dernier, enfin le 10, donc assez il y a pas longtemps. J'ai fait jouer, Robin des éditions Léviathan. OK. Eh bien, écoute, il m'a proposé d'éditer Diableros. Oh Voilà. Donc oh! Diableros va être édité chez Léviathan. J'ai pas encore Génial, signé donc félicitations. merci. J'ai pas encore signé donc voilà, mais il m'a dit que je pouvais déjà en parler. Donc OK, ouais, donc c'est sûr. donc voilà, là, en gros, je suis en train de finir la mise en page, que j'ai décidé de faire. Mmh. Après je leur envoie tout et après il y aura les corrections, les machins, les trucs. J'en dis pas plus, mais attendez-vous l'année prochaine à avoir des nouvelles de Diableros. OK, super, Voilà. trop bien. Et alors ça fait quoi pour toi? Soulagement, excitation? Comment tu vis C'est la ça? consécration. Oui, mais oui, carrément, carrément. En fait, déjà, bah, j'en reviens pas, c'est un peu comme quand j'ai gagné le prix, à la Forge. Oui. Qu'un éditeur me fasse confiance, vraiment, c'est énorme parce que ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est pas de la merde, déjà. Oui. Donc moi, en fait, bah, ça me conforte dans l'idée que c'est bien ce que je fais et que je peux continuer à faire tout ça. Puis, bah, je trouve ça génial parce que ça me soulage aussi énormément parce que je savais pas vraiment comment sortir Diableros de mon côté. J'hésitais, j'avais peur en le sortant, comme j'ai fait pour Lysérion, juste en PDF et en impression à la demande, que ça passe un peu à la trappe, Mmh. que les gens, le voient pas. Parce que honnêtement, je sais que je vais pas gagner ma vie dessus et je m'en fous. Oui. Tu vois? Je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour, faire connaître une culture, je fais ça pour, faire plaisir aux gens et leur faire partager en fait, ce qui moi me plaît au final. Mmh. Bien Donc sûr. le faire avec l'aide d'un éditeur qui va, m'aider sur toute la partie, financement participatif, Mmh. publicité, et ce genre de choses et ben, en fait ça m'ôte un poids énorme Oui. de sur les épaules et ça fait que j'ai ça de moins à gérer.
Donc il y a une partie de la com, j'ai déjà prévu des trucs. D'accord. J'en ai parlé un petit peu à Octogone. J'ai récupéré des voix de différentes personnes, dont une personne célèbre dont je tairai le nom parce que vous aurez la surprise, qui n'est pas quelqu'un du milieu du jeu de rôle, mais qui est quelqu'un du milieu de la pop culture française. Ok. Voilà. Donc du coup, je vais faire des petites vidéos avec des animations avec mes dessins, etc. Donc pour teaser un petit peu tout ça, et quand j'aurai le feu vert de l'éditeur, à ce moment-là, je pourrai commencer à voir avec eux un calendrier éditorial pour balancer les vidéos, etc., etc. Ok. Donc il y a des petits trucs que je gère quand même moi, mais la grosse partie, je pense que je les laisserai gérer. Je relayerai de mon côté sur mes réseaux. Je ferai la promo. J'espère pouvoir aller à droite à gauche sur les différentes chaînes pour présenter des AP de mon jeu, faire des interviews, puis on verra après ce que ça donne. Ouais, je pense que c'est un gros soutien au niveau communication, mais Oui. c'est aussi, si tu enlèves le côté aspect financier, c'est quand Mmh. même une reconnaissance du travail et du nombre d'heures que tu as passé Oui, à tout à fait. créer Diableros. Mm. Et forcément, c'est gratifiant. Absolument, clairement. Parce que c'est vrai que le faire dans mon coin, le faire jouer à mes amis, etc., c'est bien, ça me fait plaisir. J'adore le fait qu'ils s'éclatent à le jouer. Bien sûr. J'ai même mon meilleur ami Jérôme qui s'est fait des parties solo. Il a réussi à faire des parties solo de Diableros. On s'éclate, même là, je veux faire une campagne de Diableros avec lui, puis avec une amie aussi. Je vais essayer de proposer peut-être, alors je sais pas si ça sera des one-shots ou peut-être une campagne aussi sur Thème to Roll à l'occasion. Donc voilà, mais c'est vrai que faire ça dans mon coin pour les gens que je connais, c'est bien, mais le fait que ça soit reconnu par un éditeur et qu'on me propose de l'accompagnement en fait pour faire découvrir mon jeu, en fait comme je dis, c'est la consécration, parce que du coup ça va permettre de toucher un plus grand public aussi, et ça montre qu'on a confiance en moi. C'est ça. Chose que moi je n'ai pas. Et ça officialise un petit peu, j'ai l'impression, quand tu en parles, je trouve que ça passe justement du jeu de rôle que tu fais dans ton canapé le samedi soir avec les copains à ok, on va en faire un bouquin et ça va être vendu, et peut-être qu'il y a des gens que je connais pas du tout qui joueront à Diableros. C'est génial. Ça officialise et ça professionnalise aussi. Ouais. C'est-à-dire que je me suis toujours vue comme une autrice amateur, et là en fait j'ai l'impression que le fait de passer par un éditeur, etc., ça me rend plus légitime Ok. que d'éditer ça moi-même toute seule dans mon coin. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà. Il y a un côté rassurant aussi où tu te lances dans une aventure, mais c'est pas sans filet cette fois. Tu vas avoir des gens autour de toi qui seront là pour te dire là je pense que c'est pas une bonne idée de faire comme ça, ou là c'est une super idée. Enfin, c'est ça. C'est toujours bon d'avoir plusieurs cerveaux quand on se lance dans quelque chose. Oui, parce que quand on est seul, on a tendance à pas forcément penser à tout, on a sa propre vision qui est bien souvent biaisée. C'est ça, le nez dedans et Voilà, autant là avec la possibilité d'avoir un éditeur, déjà c'est quelqu'un qui connaît la réalité du métier, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc du coup forcément, moi ça me rassure à ce niveau-là, et ça me permet justement de me dire écoute, chacun est bon dans ce qu'il fait, lui il est bon dans l'édition, il sait vraiment ce qu'il faut faire, comment faire pour promouvoir quelque chose, et puis en même temps moi je vais apprendre aussi de lui. Bien sûr. Tu vois? Donc c'est ça qui est cool, parce que quand tu vois les promos que font les copains à droite à gauche, etc., c'est bien, c'est une chose, mais c'est de l'extérieur. Oui. Là je vais le voir vraiment du point de vue intérieur cette fois-ci. Donc du coup, ça va être quelque chose qui va être vraiment conséquent pour moi aussi. Super. Et ça, c'est super. Franchement, c'est génial. Et bravo à toi. Sacré parcours. Je suis stressée et très impatiente en même temps. C'est bien. C'est une super sensation, non? Oui, c'est grisant. Ouais, c'est ça, c'est du bon stress, forcément qu'il y a du stress, parce que c'est aussi ça qui prouve que c'est important pour toi. Oui, s'il n'y a pas de stress, c'est que je m'en fiche en fait. C'est que t'es blasé. Ouais, c'est ça. Et je suis pas blasée, je suis quelqu'un qui est beaucoup trop émotif pour être blasé. C'est bien. C'est très très bien. Je crois que c'est une des sensations que je redoute le plus, de me dire un jour, dans 20 ans, de me dire je suis devenue quelqu'un de blasé, ça serait terrible. C'est clair. Il y a des choses pour lesquelles je suis blasée, mais pas ça. Oui, il y a des choses pour lesquelles vaut mieux être blasé. Ça veut dire qu'on est passé d'accord. à autre chose et vaut mieux. J'ai 2 petites questions un petit peu en marge du reste à te poser, qui vont faire appel à ta spontanéité. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé avant. Vas-y. Donc c'est un petit peu une tradition au pays de Jenny. On termine toujours sur 2 questions un petit peu plus loufoques. Je voudrais savoir quelle chanson honteuse tu chantes sous ta douche.
Fais-moi rêver. Il y en a tellement, il y en a tellement. Laquelle je peux choisir? Chanson honteuse, bah, je pense que je vais dire que ce serait Wannabe des Spice Girls parce que je suis encore une grande fan des Spice Girls. Ça m'a pas quittée depuis l'adolescence. Voilà, OK, j'ai grandi avec excellent. elle et je rêve toujours d'avoir ces platform shoes qu'elle porte. Voilà. Donc un 2e secret, tu vois? Waouh! C'est beau. C'était vraiment à la mode quand elles ont sorti leur album, hein, Oui, et moi je me c'est ça. souviens que plus jeune, je m'étais dit: «Il me les faut», enfin et j'avais Oui, jamais réussi à marcher avec. mais alors moi j'étais trop grande en fait. C'est-à-dire que j'étais déjà super grande quand j'étais ado. Mmh, Là je fais 1,76 m, donc je suis pas ouais, petite et en fait, quand j'étais ado, je faisais quoi? 1,70 m, 65-70 à l'époque où c'est sorti, j'étais au collège OK. et j'avais des copines qui en avaient, enfin c'était des Buffalo à l'époque Oui, et elles tout étaient à fait. tellement belles et ça existe toujours les Buffalo, mais elles sont Oui, moches maintenant. oui. Ou alors on les Elles voit sont différemment, je sais pas, mais Non, 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 vraiment, parce que moi j'ai cherché, tu sais, parce que je me suis dit: «Vas-y, un jour je me tape le délire, je m'achète des Buffalo même d'occasion, OK, juste pour le délire». Mais en fait, et ben, celles qui sortent maintenant, elles ont plus les trucs un peu en relief, en forme de pattes d'accord. comme il y avait avant. Avant, elles étaient super jolies, puis même les couleurs étaient différentes et là maintenant, bof quoi. En fait, OK, c'est pas ouf. Alors du coup, bah, je me rabats sur des chaussures. Là, je m'étais acheté par exemple des Skechers qui sont un peu plateforme. Mais pas d'accord, autant, OK. du coup. Parce que mon mari fait 1,80 m, il est grand, mais j'ai pas envie de le dépasser non plus de 2 Bah têtes, quoi, oui. tu vois? On va éviter. Voilà. Donc moi, j'ai jamais su marcher avec autre chose que des baskets. Moi, je mettais des Vans tout le temps et je sais pas Ah, pourquoi c'est bien j'avais ça. pris cette lubie de m'acheter cette paire de chaussures et je marchais vraiment, tu sais, comme ces gens dans les salles de sport qui ont attaché des poids à leurs chevilles. Oui, bah, parce que c'est Tu lourd vois en la plus, attends. démarche? Ouais, je vois. Je vois. Mais déjà, c'est super lourd ces chaussures. Oui, c'était pas du tout Et stylé. ta 2e question, du coup? Ma deuxième question, c'est te demander le mot de la fin, donc un mot de la langue française, celui qui te passe par la tête. Pas forcément le plus joli, celui qui a le plus de sens, mais un mot qui te passe par la tête là maintenant en cette fin de discussion. Là, maintenant, tarte tatin. Tarte tatin, OK, parfait, Voilà. ça me Je va. sais pas pourquoi, j'ai faim. Ben voilà. Ben c'est drôle, la dernière fois qu'on me l'a demandé, moi, c'était fourchette, tu vois? Et c'est pareil, on Bah, était voilà, sur écoute, la même heure et j'avais pas mangé. ceci explique cela. C'est ça. Un grand merci à toi pour toutes ces Bah, réponses. merci. Merci à toi pour l'interview, pour la bonne humeur et ça m'a fait super plaisir d'être là. Pareil, c'était un très bon moment et puis tiens-nous au courant, surtout, de l'évolution des Avec choses. plaisir, ça sera fait. À très bientôt. Au revoir.